Bonjour à tous et bienvenue pour un nouvel épisode de Red Alert, l'hebdo actu jeux vidéo de l'équipe de Sœurs d'édition. Et l'équipe de Sœurs d'édition, c'est en partie Nicolas Coursier. Nico, bonjour. Salut Mehdi El Kanafi, ça va bien? Ça va très bien et toi, est-ce que tu as passé une bonne semaine? Une très bonne semaine, tout à fait. T'as joué à des jeux vidéo? J'ai joué à des jeux vidéo, j'en parlerai plus à la fin, mais... parce que c'est peut-être une chronique à venir? Peut-être. Attends, j'ai oublié de mettre mon retour. Vas-y, je parle pendant ce temps. C'est bon? C'est ça. En fait, je suis en train de parler, il me manquait un truc. C'est que je m'entendais pas dans Il manquait ma voix suave dans tes oreilles. C'est ça. Cette semaine, moi, j'ai essayé Nobody Save the World, là, le jeu qui a été développé par l'équipe de ceux qui ont fait Guacamelee. Et je suis deg, j'ai pas trop accroché. Je suis triste. Est-ce que c'est mon nouveau sable? Il faut que je m'y remette. Ça me dit rien, moi, de ce que j'ai vu. Bon. Ça a l'air... Ouais, il y a des gens qui disent que c'est très sympa. C'est sur le Game Pass, essayez-le. Et j'ai testé Windjammers 2, qui est aussi sur le Game Pass. Donc, c'est pas une pastille sponsor, mais bon. Je suis deg, c'est que c'est ultra technique et c'est pas du tout didactique. Et moi, je n'avais pas fait le 1, j'étais pas habitué et je me suis senti exclu. Ouais, et j'ai pris un petit mur dans la tête, là. Ouais, j'ai super envie d'y jouer parce que c'est trop beau, c'est trop bien. Enfin, ça a l'air super bien. Et ceux qui s'y sentent bien dans ce jeu, en tout cas, ont l'air de vachement l'apprécier. Il va falloir que je creuse un petit peu. Tu ponces. Ouais, il y a d'autres gens qui poncent. Il y a par exemple Damien Ludo ou Riff en Piscine. Riff en Piscine, auteur-sœur de podcasteur, Tombéry musical, entrée plat dessert, qu'on salue, et Twitos. Et les trois jouent à Returnal. Et eux aussi ils pensent, mais ça me rend heureux, tu vois. J'ai petit forcing aussi. T'as fait ta BA. Ouais. T'as fait ton Damien Méchery. Ouais. Je suis très content. Mais bon, aujourd'hui, on est là pour vous parler de deux sujets. Au sommaire de cette émission, on va parler encore un petit peu, désolé, business. Cette fois, on va causer de la stratégie de Microsoft. Et dans une seconde partie de l'émission, on va revenir sur Castlevania Symphony of the Night. Nico, le rétro, c'est une petite nouveauté de la saison, une nouveauté qu'on va inaugurer aujourd'hui avec Castlevania. Ouais, bah comme on se disait la dernière fois, c'est qu'on s'impose plus forcément de parler de l'actu si on juge qu'elle n'est pas forcément à notre goût. On va pas se forcer à parler d'un sujet qui nous intéresse pas trop. Et vous avez été nombreux à nous demander de parler même des jeux qu'on faisait hors actu, que ça vous intéressait. Donc là, voilà, j'avais fait Symphony of the Night pendant les vacances de Noël. Bah, c'est l'occasion d'en parler, d'en dire un mot. Allez, on est chaud, c'est pas le pire des jeux en plus. C'est pas, non, carrément pas. Bon, vous retrouverez aussi l'interlude de Top 3, mais avant, c'est la rubrique retour sur les ventes et la performance de Halo Infinite, donc qui comptabilise 20 millions de joueurs et qui fait plus fort que Forza Horizon 5, qui en compte 18. Nico, peut-être une petite nuance à apporter sur ces 20 millions de Halo? Ouais, alors c'est vrai qu'on se posait la question quand on enregistrait le Surstrike EX sur Halo, qu'on n'avait pas encore eu de chiffres de vente, où on s'attendait justement à ce que Microsoft fasse des communiqués triomphants en mode best succès ever. Ben voilà, ils sont arrivés maintenant. Mais c'est vrai qu'il faut prendre en compte que le jeu est déjà sur le Game Pass, donc il a un accès qui est bien plus facilité que les autres épisodes avant lui. Et Halo, il y avait aussi une partie multi free-to-play, donc où tu n'avais même pas besoin de payer le Game Pass pour pouvoir y jouer. Est-ce que ces joueurs-là sont intégrés dans le décompte? Bah, je vois pas pourquoi ils ne le seraient pas. Donc 20 millions, c'est vrai que c'est quand même un nuancé, quoi. Après, ça reste un beau chiffre, mais faut faire notre deuil, de toute façon, des chiffres de vente et tout. C'est un beau chiffre, c'est le plus gros lancement de la série pour Halo, et même les 18 millions, c'est le plus gros lancement pour la série pour Forza. Pas pire, comme on dit. Moi, c'est presque le 18 millions de Forza qui m'intéresse plus, énorme, parce qu'on est quand même sur un jeu de bagnole, et un jeu qui fait 20 millions comme ça en lancement de joueurs, je trouve que c'est au moins aussi notable que les 20 millions pour Halo. Ouais, il paraît qu'il y a un gros délire Forza en Chine. J'ai vu ça hier sur Twitter, donc... Ah oui? Ouais, un réservoir de joueurs énorme. Il y a un réservoir de joueurs en Chine, je crois. Paraît-il. Il se dirait. On y va? T'es chaud pour que je prenne la main, que je parle de la stratégie de Microsoft, ou en tout cas ce que j'y vois, ce que je me demande, je me questionne. Peut-être que ça va créer du débat. On n'est pas forcément d'accord. En tout cas, si j'avais voulu donner un titre un peu accrocheur à ma chronique, je t'aurais dit: attention, Nico, Microsoft nous ment sur sa stratégie. Est-ce que là, ça t'aurait... je suis attentif. T'es attentif. Tu as mon attention. Bon, on va revenir 2 secondes sur ce qui s'est passé la semaine dernière. On va reprendre un petit peu tout dans l'ordre. Donc, il y a eu 2 informations la semaine dernière. Il y a eu le rachat d'Activision Blizzard. Donc, ce qui traduit pour Microsoft et Xbox des nouvelles licences et des jeux pour alimenter son Game Pass. Et la deuxième information qu'il y a eu en même temps, c'est le nombre d'abonnés au Game Pass. Donc, un nombre qui restait toujours un petit peu mystérieux. C'est vrai qu'on ne savait pas trop ce qu'il en était. Et là, on a le chiffre, c'est 25 millions d'abonnés. Donc donner ces 2 informations ensemble au même moment,
moi, je trouve que c'est pas anodin. Tu vois, c'était quand même un rachat massif, un acte politique et business important, et puis ils l'ont associé au Game Pass. Je trouve que ça veut dire quelque chose. Ça veut dire quoi ? Moi, je pense souvent que la communication, ça traduit l'ambition d'une boîte, sa politique. Et pour Microsoft, c'est une politique assumée depuis un moment par Phil Spencer, avec Microsoft et sa marque Xbox. Eux, ils courent derrière les abonnements Game Pass, et non plus derrière les ventes des consoles. Ils l'ont souvent affirmé, la guerre des consoles, ça ne les intéresse pas, ou en tout cas... ça ne les intéresse plus. Parce que bon, fut un temps quand même, c'était pas mal de vendre des machines. Et d'ailleurs, à Microsoft, ils communiquent plus du tout sur le nombre de consoles vendues, ils communiquent même plus sur le nombre de ventes de jeux et sur le nombre de joueurs. C'est une autre façon de communiquer, c'est vrai qu'il faut qu'on s'habitue un petit peu à ça. On vient de le voir là avec Halo et Forza. Ils communiquent pas non plus sur le nombre d'abonnements au Game Pass, mais il y a eu une mise à jour. Cette mise à jour, on l'a dit tout à l'heure, c'est 25 millions d'abonnés. Donc ce chiffre, hein, c'est bien beau, mais est-ce que ce qui est important, c'est de regarder un petit peu sa courbe d'évolution, la courbe d'évolution des abonnés. Est-ce que ça augmente fort ? Est-ce que ça stagne ? Est-ce que ça explose ? En fait, ce qu'on peut constater, c'est qu'il y a en un an, la plateforme elle a gagné 7 millions. Donc en janvier dernier, on était à 18 millions. Est-ce que c'est peu ? Je sais pas, peut-être. Ce qui est sûr, c'est que c'est moins que les prévisions de Microsoft. Eux, ils espéraient une augmentation de 47%, et c'est finalement une augmentation de 37%. Bon, un ratage sur le prévisionnel, pas négligeable, ça arrive souvent, et on sait que les éditeurs et constructeurs ont souvent des espérances et des prévis ultra élevés. Mais bon, ils les dépassent souvent, parce que bon, le jeu vidéo va bien, hein, ça fait de la thune. Bon, on peut évidemment pas parler de plafond de verre pour le Game Pass, je pense que c'est trop tôt. Contrairement à Netflix qui peine à monter. Bon, Netflix, ça pèse 214 millions d'abonnés en 15 ans, donc c'est 2007 aux US, Netflix. 214 millions d'abonnés. Tu l'as le truc. C'est gigantesque, mais bon. Donc eux, ils sont un peu en galère. Eux, on peut parler d'un plafond de verre. Donc le plafond de verre, c'est un seuil un peu imaginaire qui est dur à franchir et pour lequel, en fait, on sait pas trop quoi faire pour le dépasser. Netflix, c'est le cas. Le service, en fait, il est disponible dans énormément de continents, donc l'expansion territoriale, elle n'est pas infinie, ils ont encore des territoires à gagner, mais bon, ils sont quand même dispo un peu partout, et c'est surtout la concurrence, en fait, qui est rude. Donc il y a Disney+, HBO Max aux US, Amazon Prime, Apple+, pour ne citer que les plus gros. De la SVOD, de la VOD en France, nous on a Shadows, on a Salto. Tu dis ça avec le sourire, c'est pas ça. Salto, ça peut. Je suis abonné Salto. Mais moi aussi. Gratuitement, mais je ne paye pas. Mais, bon. Mais tu vois, des plateformes, il y en a masse, spécialisées, thématiques, il y en a vraiment partout. Donc la concurrence des 5 que j'ai cités, la vénère, c'est les plus massifs, mais même par pays, il y a des petites spécificités. Donc Microsoft et son Game Pass, ils sont pas dans cette position, hein. Eux, ils ont zéro concurrence directe, donc la concurrence de niveau 1, concurrence de même secteur dans le même service, ils en ont pas. Bon, on peut citer GeForce Now, mais ils sont pas sur console, donc on peut pas trop. Il y a l'EA Play, mais il est dans le Game Pass Ultimate. Pour 3€ de plus du Game Pass, tu l'as aussi. T'as le Ubisoft Plus, qui est sur le Game Pass PC uniquement. Alors lui, c'est 15 balles. Et t'as le PS Now. Mais bon, là, c'est une branlée. Hein. Enfin, là, il n'y a pas match. PS Now, c'est moins de 10 millions. Là où ils sont à 25, le Game Pass. Je parle pas du PlayStation Plus, hein, qui est lui à 47 millions, mais c'est pas le même service, donc c'est pas comparable. Ce que je veux dire, c'est que Microsoft, ils sont précurseurs en matière de GOD, donc Game on Demand, je sais pas si ça existe ce terme-là. Ils dominent de la tête et des épaules. Pour le moment, ils n'ont pas de concurrent sérieux. Est-ce que là, sur ce point, pour le coup, est-ce qu'il n'y a pas match pour l'instant ? Ouais, je suis d'accord sur le côté pas de concurrence à l'heure actuelle, clairement. Mais du coup, la question que je me pose, c'est pourquoi le Game Pass ne décolle pas, ou en tout cas pourquoi il ne décolle pas plus que ça. La raison, à mon sens, elle est toute bête, c'est parce que le parc de consoles est faible. C'est lui qui monte pas. C'est ça, à mon sens, le plafond de verre pour Microsoft. Et quand on réalise ça, et qu'on remarque que Microsoft ment un petit peu sur sa stratégie, c'est qu'en fait, ils aimeraient bien vendre des consoles pour justement, à mon sens, faire aussi augmenter ce nombre d'abonnés. Et aussi, le truc où je trouve qu'il ment un peu, je trouve que bien sûr que le concurrent de Microsoft, c'est Sony Nintendo et pas encore les GAFA. Enfin, à ce jour, leur vrai concurrent direct, c'est Sony Nintendo pour ce débat sur les consoles, sur les machines en tout cas. Car, à mon sens, pour vendre des Game Pass, ils doivent vendre des consoles. Alors, c'est pas totalement un mensonge sur la stratégie, hein. Microsoft, c'est bien le Game Pass qu'ils veulent vendre, mais à mon sens, voilà, je le répète, ils ont un souci de parc installé. Et le problème, c'est que le Game Pass, on peut se demander pourquoi tu parles que des consoles, il est dispo un petit peu partout, c'est vrai. Mais le jeu en ligne, il n'est pas 100% démocratisé. Tu vois, l'application Game Pass sur la télé connectée, elle n'est pas encore sortie. Il y a un projet de Chromecast Game Pass qui n'est pas encore en vente. Tout ça, c'est pas encore réel. Et
à ce jour, ils ont vraiment besoin d'une console. Alors je sais, je l'ai évoqué, hein, il y a le xCloud, donc tu as aussi la possibilité de jouer sur navigateur. Franchement, il y a quand même pas mal de choses. Tu as la possibilité de t'abonner au Game Pass sur PC, mais toutes ces alternatives, je trouve qu'elles font pas... Enfin, c'est pas moi, c'est qu'elles font pas monter les abonnés. Elles sont pas encore, je trouve, vachement optimales. Il y a, à mon sens, un souci de recrutement, tu vois. Et pour le moment... Je pense que les nouveaux entrants au Game Pass, ils se font par l'intermédiaire d'une nouvelle console. C'est ceux qui achètent une nouvelle console se disent sur ma Xbox Series X ou Series S, qu'est-ce que je fais ? Je prends le Game Pass automatiquement. C'est pour ça que j'y vois une forme de corrélation entre ceux qui achètent une console et le Game Pass. Mais prenons l'exemple du PC parce que à cette constatation, le premier truc que tu vas rétorquer, c'est oui, mais attends, mais sur PC, t'as un parc installé de ouf, mais pourtant, qu'est-ce qu'il en est ? Bon, on va prendre l'exemple du PC. Moi, je trouve que tous les possesseurs de PC sont pas forcément des futurs abonnés du Game Pass. Déjà, le PC, il doit faire tourner les jeux si tu veux jouer sur un jeu téléchargé. Après, bon, c'est pas très gourmand, mais c'est un facteur à prendre en compte. Sinon, tu as le xCloud. Mais tous les jeux du service Game Pass ne sont pas concernés par le xCloud. Et c'est pas encore parfait. J'ai lu vraiment qu'il y avait des soucis encore de latence, de lag, de résolution. C'est pas nickel. Et le catalogue n'est pas le même. Le catalogue xCloud est séparé du Game Pass PC et du Game Pass console. Ce qui, pour la communication, pas forcément évident. Mais bon, en tout cas, tu trouves ça clair ou pas, toi, ça, à chaque fois, sur les annonces ? Ouais, alors déjà qu'il y ait deux Game Pass, le PC, le Xbox, alors ils l'ont rebrandé il y a juste quelques jours, hein, maintenant le Xbox Game Pass PC est devenu le PC Game Pass, exactement. Donc ça contribue à clarifier. Mais c'est vrai que tu as ces trois onglets, là, le PC, console et cloud, et à chaque fois, quand même, la liste des nouveautés, tu as les trois petits symboles qui apparaissent. C'est vrai que là-dessus, c'est pas ultra clair, ça serait bien qu'ils mergent, enfin qu'ils fusionnent tout et que voilà, t'as ton jeu sur le Game Pass, ça veut dire qu'il est PC, console et cloud. Ouais, ils ont des difficultés parce que des jeux, par exemple, des STR, de stratégie, vont pas être dispo sur la console, mais ils ont envie de l'intégrer au Game Pass. T'as des jeux xCloud qui sont très gourmands, et donc du coup, bref, ils ont une problématique, et là, ils vont essayer, à mon sens, je pense qu'ils vont essayer de s'en dépêtrer, mais c'est pas encore le cas. Le truc qu'il faut retenir, c'est que le PC Game Pass, comme tu l'as très bien nommé, il est effectif depuis 1 an à présent, et le taux de recrutement, il reste faible. Et pour preuve, hein, le chiffre cumulé des 25 millions, les 25 millions d'abonnés Game Pass, c'est tous les Game Pass cumulés. Donc là, ça fait 1 an que le PC Game Pass il est là, ça fait 6 mois maintenant que tu peux jouer sur les devices, enfin sur tout ce qui est Apple, en passant par le navigateur, et on n'a pas vu une courbe, tu vois, vraiment s'élever. Mais on n'a pas de chiffre distinct du Game Pass PC et du Game Pass console. Non, ça on n'a pas. C'est pour ça que c'est un peu compliqué, tu vois, même pour moi, j'essaye de regarder, mais j'en sais pas trop. Le Game Pass, bon, le truc qui est sûr, c'est que c'est pour beaucoup une offre géniale, hein, moi le premier, mais c'est pas une offre géniale qui est nécessaire pour Microsoft, c'est une offre qui est inévitable, qu'ils ont besoin. Et c'est pas encore le cas. Par exemple, un joueur PC, il peut choisir d'acheter son jeu sur Steam malgré un prix plus élevé pour plusieurs raisons. Déjà, le confort de jeu, la plateforme, les habitudes. Il y a eu des débats sur les launchers Epic Steam, donc c'est un big deal, tu vois. Enfin, ça c'est un truc qui me dépasse, quoi. Les mecs, qu'il y a une guéguerre là-dessus, quoi. Non mais peut-être. C'est un launcher gratos qu'il faut installer sur ton PC. Les mecs, il y a des guerres de chapelle, quoi. C'est vrai, mais c'est réel. Ça peut être. Il y en a qui envoyaient des messages d'insultes à Epic parce qu'ils n'avaient pas leur jeu sur Steam et tout. Ouais, c'est big deal. Ouais. Donc tu vas peut-être avoir une préférence pour rester sur Steam et payer ton jeu plein fer. Ça peut être un choix, ça peut être cohérent pour certains joueurs. Il y a aussi le fait de vouloir la licence. Même si ton jeu il est des maths, si tu es sur Steam, tu as la licence, tu veux ne pas le louer, comme c'est le cas sur le Game Pass. Tu veux pouvoir y jouer sans forcément payer un abonnement. Tu peux choisir de payer ton jeu plein fer et justement de ne pas passer sur le Game Pass. Oui, parce que Microsoft sort ses jeux sur Steam maintenant, donc qui sont hors abonnement. Ouais. Et comme tu dis, il y a des gens qui sont encore en mode je veux payer pour mon jeu, ou même acheter le jeu en boîte. Quels sont ces néandertaliens, peut-être. Voilà. Donc c'est des arguments qui peuvent aussi un peu expliquer pourquoi le Game Pass PC n'est finalement pas un tel Eldorado. Mais bon, ça c'est vrai pour un joueur PC, qu'il choisisse Steam ou le Game Pass, il y a une chose qui est vraie, c'est qu'il restera sur son PC. Alors qu'un joueur console, on parle d'une machine à 500€ et il peut pas basculer d'une machine à une autre. Un joueur PS5 qui a déjà acheté une console et qui a galéré en plus récemment, c'est pas facile. Il peut être séduit par le Game Pass, même si le Game Pass a des arguments plus forts que les habitudes de jeu, plus forts que le fait que le jeu il est pas à toi et que tu le loues. Le Game Pass, il doit te convaincre de changer de console. Et ça change tout. Tu dois repasser à la caisse pour une série S ou une série X, ou même une Xbox One, hein. Mais bon, ça va conditionner ta qualité de jeu. C'est vrai que sur Xbox One, c'est pas c'est moindre, en fait, la qualité va être diminuée. Néanmoins, ta Xbox One, tu peux t'en servir pour jouer à xCloud, et donc du coup avoir des jeux équivalents à une série S ou une série X. Néanmoins, c'est
encore une fois, pas nickel, pas parfait, et ça concerne pas tous les jeux. Et d'ailleurs, hein, juste une parenthèse même. Quand tu regardes par ce prisme-là, tu comprends mieux pourquoi le jeu cross-gen en fait est important pour Microsoft. Tu vois, le parc installé de Xbox One, il est inclus en fait au parc installé de tout le Game Pass potentiel. C'est quand même, je trouve aussi une explication qui peut être intéressante. Bon, on revient juste au dilemme, tu sais, ton joueur console qui est pas Microsoft et qui veut basculer. Le Game Pass, en fait, il doit te faire vendre ou te faire acheter une seconde machine. Et ça, c'est un défi qui est ultra gigantesque pour un constructeur. C'est un peu comme un biais de confirmation. Une fois, alors je parle même pas, tu sais, de fan Sony, pro Nintendo, tout ça. Une fois que tu as acheté ta console, tu as ce biais de confirmation de dire ma console, je l'ai achetée, elle est bien, les jeux qui sont dessus, ils sont bien, tu vois. Et que le Game Pass, il doit être d'une surpuissance pour te dire attends, là, je vais abandonner cette machine et puis je vais m'acheter autre chose, tu vois. Ouais, surtout au prix d'entrée des consoles d'aujourd'hui, quoi. On n'a pas tous les moyens d'avoir 2 ou 3 consoles et on n'est pas tous fans absolus de jeux vidéo au point de désirer toutes les machines. Ça, c'est vraiment... C'est une petite frange, je pense, pas mal d'auditeurs du Raid Alert, mais je pense que c'est pas une majorité. Mais juste peut-être une remarque sur ce point très précis et qui est très très vrai, et je pense que ça, c'est exactement la seule et unique explication pour laquelle Microsoft sort 2 machines, Xbox Series X et S, et que la S est uniquement là pour répondre à cette demande-là et donc avoir un prix d'entrée plus faible. Je crois qu'elle est à quoi, 300 balles ? Elle est à 100 balles de moins, je pense que c'est vraiment, ils l'ont imaginé comme la console que tu fais acheter à un mec qui a déjà une PS5, quoi. Je suis entièrement d'accord. Et ce n'était pas ma conclue, mais presque. Non, t'inquiète pas, mais je suis absolument d'accord avec toi. Le profil des joueurs, là, on juste s'arrêter sur... Enfin, tu vois, chaque joueur est différent, chaque joueur a des habitudes de consommation qui sont différentes. Il y a beaucoup de joueurs, qu'on peut appeler peut-être le grand public, qui jouent à des jeux qu'on nomme le Big Four, c'est GTA, Call of, FIFA, Fortnite. Tu vois, si moi, je suis un joueur PS5 ou Switch, ça me coûtera moins cher de prendre un ou deux jeux, un de ces 4 jeux, et de rester sur ma console, que de basculer, de changer de machine, de prendre le Game Pass, tout ça parce que je veux mon abonnement et tout, et puis j'aurai un foisonnement de jeux. Non, moi je veux jouer à mon Call of, mon GTA, mon FIFA ou mon Fortnite, et puis voilà, faire la bascule, ça me coûtera finalement plus cher. Et juste en parenthèse aussi encore, il faut savoir que la moyenne en France d'achat d'un jeu, c'est 4 jeux par an. Donc le Game Pass, c'est un Eldorado pour nous, parce qu'on picore, on adore et tout, mais ce Big Four là, GTA, Call of, FIFA, Fortnite, une fois que tu l'as, est-ce que tu as forcément envie de basculer sur du Game Pass parce que tu as cette offre pléthorique? Pas forcément, tu vois. D'autant que Fortnite est gratos en plus. D'autant que Fortnite est gratos et d'autant que ces jeux, c'est des jeux en ligne. Donc il faut payer un abonnement en plus. Sur PlayStation, il faudra le PlayStation Plus. Sur Nintendo, il te faut le Nintendo Switch Online. Et sur Xbox, il te faut le Ultimate en plus de ton Game Pass. Ce que je veux dire, c'est que toutes les plateformes, elles sont à la même enseigne. Donc finalement, à quoi bon changer de crèmerie, à quoi bon changer de console si c'est pour rester sur ces quelques jeux-là, je répète, le Big Four, et malgré tout, payer un abonnement en plus. C'est ça que je veux dire, tu vois. Bon. Si tu prends cette situation pour un consoleux, en fait, c'est un peu comme si chaque plateforme de VOD, tu vois, Netflix et tout, était affiliée à une marque de télé. Tu veux Netflix, il te faut une Samsung. Tu veux Amazon Prime, il te faut une LG. C'est pas seulement un choix d'abonnement à une plateforme, c'est que ça sous-entendrait. C'est de changer de télé ou d'en cumuler 2. C'est quand même un truc de ouf. C'est pour ça que je pense que Microsoft, en fait, doit aller ultra vite. En fait, à cette seconde, là où je vous parle, ils doivent convaincre les joueurs avant qu'ils investissent sur une autre machine. Et surtout la PS5, parce qu'elle coûte cher. La Switch, je l'adore, mais c'est que c'est pas le même investissement, c'est pas... Tu fais une moue, mais tu comprends ce que je veux dire quand même. Et en plus, quand t'as galéré à avoir ta PS5, tu vois, t'en as chié. Oui, non, mais je suis d'accord. C'était juste une private joke entre nous. Ce que je veux dire, c'est qu'ils sont dans une vraie course contre la montre. Et d'ailleurs, à mon sens, je pense que la pandémie arrange Microsoft. Tu vois, les deux constructeurs, ils sont touchés par des ruptures de stock. Tout le monde galère pour avoir une PS5 ou une Xbox Series. Du coup, on a assisté à un faux départ de la next-gen. Et là, Microsoft a gagné 2 ans. De quoi dérouler leur plan de conquête sans se faire distancer par la PS5. Ce qui est le cas aujourd'hui. Ouais. La PS5 est un petit peu en avance, mais c'est pas la folie. Ouais, et puis le fait que, justement, l'offre ne rencontre pas la demande. Et ça donne aussi, ah merde, je peux pas avoir une PS5. Je veux quand même ma console, je prends une Xbox, quoi. Et là, Microsoft, c'est ça, ils veulent en fait, il faut qu'ils recrutent avant que les gens basculent chez Sony. Et tu vois, ce plan de conquête, c'est rendre le Game Pass, je l'ai dit tout à l'heure, inévitable. Et c'est pas mes mots, c'est Phil Spencer qui le dit. C'est que c'est pas un service génial, c'est un service inévitable. Et le rachat d'Activision Blizzard va dans ce sens, tu vois. C'est plus d'exclusivité, plus de jeux, le Game Pass sera plus attractif. Et si par exemple World of Warcraft intègre le Game Pass, là, il deviendra incontournable pour les joueurs de WoW. Il faudra être abonné pour jouer, et oui, dans ce cas, le nombre d'abonnés, il va exploser. L'autre solution pour Microsoft, c'est de faire en sorte que la console soit plus une porte d'entrée principale et optimale pour le Game Pass. Alors c'est déjà un peu le cas, j'entends et je l'ai évoqué, il y a le xCloud, il y a le PC, il y a tout ça, mais pour le grand public, ces offres en ligne, elles sont pas encore
populaire. C'est pas encore la vraie porte d'entrée. Et d'ailleurs, Phil Spencer, il en parle lui-même. C'est encore une fois, c'est pas moi. Hein. Ils ont un projet de Xbox Game Pass Family. Alors comme Spotify, Netflix et autres, hein, c'est une offre multi-compte pour jouer en même temps sur plusieurs écrans avec un seul abonnement. Et Phil Spencer, quand il met en situation le Game Pass Family, il parle d'une famille qui aurait une série X dans le salon et une série S pour les enfants dans la chambre. Donc même Phil Spencer, il considère que la console, c'est le vecteur du Game Pass, qu'il en faudrait plusieurs. Il n'a pas dit, avec le Game Pass Family, vous aurez votre enfant sur l'iPhone qui va être sur en ligne, et puis le papa, il sera sur xCloud. Il n'a pas dit ça. Parce que je pense qu'il considère encore une fois qu'à ce jour, c'est la console la porte d'entrée. Peut-être, plus tard, dans quelques années, ça sera plus le cas. Mais je parle d'aujourd'hui. Et juste au passage, on capte mieux le pronostic de Spencer, celui de dire que la série S sera la console la plus vendue de la gamme. Ça semble logique. Une console Xbox, tant que le xCloud n'est pas parfait et que l'application télé n'est pas arrivée, bah, la console, c'est juste une boîte à Game Pass. Et donc, tu l'as dit tout à l'heure très justement, bah, le prix d'entrée, tu prends la première qui arrive et tu as ta boîte à Game Pass et c'est ça qui te servira en fait de vecteur pour avoir ton abonnement. C'est ce que j'essaye d'expliquer dans la chronique, c'est qu'à ce jour, le nombre d'abonnés Game Pass n'explose pas parce qu'il est trop conditionné aux ventes des consoles Xbox. C'est pour ça que la solution ultime pour Microsoft, le salut ultime, hein, ça serait d'intégrer le Game Pass sur les autres machines des concurrents. Et on comprend pourquoi, tu vois, avec le Game Pass partout, il n'y aurait plus ce plafond de verre lié à Xbox. Être sur PS5, sur Switch, c'est avoir un joueur abonné potentiel à chaque console vendue, quelle que soit la marque de la console. Mais ça, est-ce que ça va arriver un jour ? Est-ce que Sony et Nintendo vont accepter de faire entrer le loup dans la bergerie ? Je sais pas. Est-ce que Microsoft... quand il aura trop d'exclusivité, quand là il aura fini de racheter à tout le monde, il va aller faire du chantage à Sony et à Nintendo, il va venir et dire tu veux mon Call of, tu veux mon Diablo 4, tu veux mon Elder Scrolls 6, bah, si tu veux ça, il faut laisser le Game Pass entrer dans ta machine. Est-ce que tu penses qu'un jour c'est quelque chose qui est envisageable ? Bah là on est tellement sur des choses qui nous paraissent impossibles, mais rappelez-vous la semaine dernière, dans le jeu vidéo rien n'est impossible. On sait qu'a priori Microsoft a déjà proposé ses services là-dessus. À l'époque c'était une manière de... Ils se sont fait un peu envoyer bouler gentiment, hein, mais là ils vont forcément revenir. Et plus que faire du chantage, je pense, ça sera aussi la pression des joueurs. C'est-à-dire les joueurs qui auront une PlayStation et qui n'auront plus Call of Duty à partir d'un moment. Et ils vont dire à Sony, non mais je veux jouer à Call of Duty sur PS5, faites ce qu'il faut pour. Et c'est cette pression des joueurs-là qui sera, à mon sens, plus forte que le chantage fait par Microsoft. Ça reste du chantage indirect, évidemment, hein, mais... Je sais pas si ça arrivera un jour, hein, peut-être, hein, mais... Il y a un article de Bloomberg, peut-être qu'on peut revenir dessus, sur le fait que justement les Call of Duty vont encore rester pour au moins 3 épisodes chez Sony contractuellement. Jusqu'à fin 2023 a priori, donc avec 2 épisodes canoniques classiques, et Warzone 2, donc qui serait la déclinaison next-gen de Warzone. Oui. Donc là-dessus, c'est ce que c'est pas étonnant, parce que de toute façon, le rachat sera pas effectif avant juin 2023 ou juillet. Et les 2 jeux sont déjà entamés dans le dev, donc là-dessus, il n'y a rien de forcément très étonnant. Sony, ça arrange Sony, parce que dans cette course contre la montre où Microsoft en fait, veut faire un maximum de recrutement, bah, Sony aussi, plus en fait, ils engagent les joueurs à acheter une console à 500 €, plus ils ont des chances qu'ils restent chez eux. Si là, psychologiquement, les 3 prochains Call of Duty, malgré le rachat, restent chez Sony, bah, t'es un joueur, peut-être que tu vas te dire, bah non, moi je vais quand même prendre ma PlayStation. Tout dépend, si par exemple le Call of de cette année, fin d'année, il est Day One Game Pass, donc sans surcoût. Là, ça peut être le premier point de bascule, quoi. Et est-ce que, alors, d'avoir le Game Pass sur une console Sony, donc ça sera sûrement du xCloud, est-ce que la PS5 elle peut émuler une série X ? Tu vois, ça sera sûrement par des... C'est que du cloud, ouais, ça sera comme sur ta télé, l'application télé et tout. Et ça, je pense que ça arrive progressivement, mais comme on dit, technologiquement, ils sont peut-être pas encore à 100% opérationnels. Et concernant Nintendo ? Parce que Nintendo, ils attendent pas grand-chose des tiers, ça fait longtemps qu'ils ont arrêté, tu vois, ne pas avoir Call of, ne pas avoir FIFA, c'est déjà le cas aujourd'hui. Nintendo, j'ai l'impression que ça serait le meilleur deal pour eux, presque qu'on leur offre sur un plateau, quoi. Ça serait un peu comme, rappelez-vous, Pokémon qui arrive sur la Game Boy en fin de vie, et la Game Boy retrouve un second souffle, là, ils pourraient, je sais pas, accepter et dire... Bon, la Switch, c'est bon, on est à 150 millions, on a dépassé la PS2. Allez, on fait venir, et puis seconde vie, je sais pas. Après, on sait que Nintendo, quand il s'agit de partager les royalties, ils sont pas forcément au rendez-vous. Hein, c'est ça, je pense qu'il les bloquera quoi qu'il arrive. J'ai l'impression qu'en tout cas, s'il y en a un qui doit céder avant l'autre, je verrais plus Nintendo que Sony, bizarrement. Je suis d'accord, parce que quand Sony va annoncer son Spartacus, donc le projet en ligne qui va sûrement s'appeler PlayStation Plus, si Sony accepte d'avoir le Game Pass, Sony vont dire moi je veux Spartacus chez vous. Et là, ça n'a plus aucun sens. Enfin, de toute façon, les négociations vont être âpres. Oui, mais ça ne veut plus rien dire. Oui, là, je pense que oui, s'ils acceptent le Game Pass chez eux, c'est leur propre service sera tué, quoi. Bah ouais,
Enfin, c'est ça, parce que si Sony accepte d'avoir le Game Pass chez eux, je sais pas, Microsoft, ils peuvent arrêter la production des consoles. Enfin, ça sert plus. Je comprendrais pas quel est le endgame là-dessus, quoi. Et Sony le sait, je pense aussi, cette histoire de recrutement. Et je me demande en fait si la rétrocompatibilité. Et je suis deg, la news. Enfin, il y a eu des rumeurs en début de semaine comme quoi il allait avoir quelque chose. Et je me suis dit, ça va me servir dans la chronique. Et c'était pas le cas du tout. Mais je me demande si la rétrocompatibilité va pas être aussi mécanique, dans le sens où Spartacus, il y a quand même de grandes chances qu'il propose en ligne, en streaming, les jeux PlayStation 1, PlayStation 2, PlayStation 3, PlayStation 4, c'est déjà le cas, c'est déjà rétrocompatible. Mais ça, je pense que tu vois, c'est déjà possible avec le PlayStation Now. Et là, s'il galère, je croise les doigts, je me dis, il va y avoir une rétrocompatibilité mécanique. C'est-à-dire que tu as ta PS5 et tu peux mettre tes jeux PS1, PS2, PS3. Alors, ça, c'est le rêve mouillé de tous les fans. Peut-être que c'est un rêve mouillé, mais ça engage dans le matériel. C'est-à-dire que tu vas avoir une nécessité d'avoir ta console, c'est important. Et encore une fois, c'est ce qu'on disait d'ailleurs, ce biais de confirmation, une fois que tu as dépensé tes 500 € pour ta PS5, elle est en plus rétrocompatible. Vraiment, le Game Pass c'est génial et tout, mais il va falloir que j'ai 2 consoles ou que. Et puis, tu vois, c'est ça. Je suis comme toi, moi aussi, j'adorerais ça et j'attends qu'une chose, c'est qu'il annonce. Après, je pense que la rétrocompatibilité sera plus un effet d'annonce qu'un effet qui se traduira en termes business, en termes de vente. Je pense qu'un Call of Duty dans le Game Pass a 1 million de fois plus d'impact que de dire tu peux jouer à tes jeux PS1 sur ta PS5, tu vois. Ça sera plus un truc pour nous, les vieux joueurs, les anciens. Ouais. Un truc qui nous fera plaisir, et encore, est-ce qu'on l'utilisera tant que ça ? Ouais, c'est vrai. Après, c'est toujours pareil, c'est que moi, j'ai l'impression qu'il faut un peu se méfier des effets d'annonce de Call of Duty devient, et dans le Game Pass Day One, c'est pas forcément une bascule qui comme des vases communicants où tous les joueurs vont passer d'une console à l'autre, parce que, encore une fois, si tu joues qu'à Call of, FIFA, GTA, ce genre de truc, écoute, ok, d'accord, il est gratuit sur le Game Pass, certes, moi j'ai ma PS5 que j'ai déjà acheté, quoi, il faut que je la vende, il faut que j'achète une série X, non, je vais acheter mon Call of, même à 70 balles. Non, mais c'est des points d'entrée, c'est des petits points de bascule en fait. C'est-à-dire que le mec qui aura pas encore sa PS5 parce qu'il a pas pu l'acheter, on lui dit mais t'auras pas claqué 80 balles pour ton Call of, tu pourras prendre un mois d'abonnement à 1 €. Ça peut le décider justement à basculer vers une Xbox, quoi. Ouais. Je pense mais t'as un vrai acte d'achat à faire, c'est ça que je veux dire, c'est que il va falloir que tu changes de console et que tu comprennes aussi que ton Game Pass Day One au prix de l'abonnement, tu l'as le mois de l'abonnement, même à 1 €, mais si tu veux y jouer dans 9 mois, t'auras raqué 9 mois de Game Pass. Quand t'achètes un jeu sur une console, tu l'achètes une fois. Tu vois, c'est aussi des... oui, bien sûr. Voilà. Après tes 9 mois de Game Pass, tu peux jouer à 500 jeux pendant 9 mois, quoi. C'est le principe. Mais t'as entièrement raison, et ça nous excite à nous, mais je pense qu'il y a il y a des joueurs pour qui ce n'est pas un argument. C'est que Call of, moi j'aime bien jouer à Call of. Moi, tu peux me mettre même 3000 jeux sur un backlog, ça ne m'intéressera pas forcément. Oui, mais est-ce que ces mecs-là, c'est pas ceux qui jouent justement à Call of en ligne pendant 1 an avant d'acheter la suivante, comme FIFA, ou du coup qui sont retenus aussi dans le jeu pendant des mois, quoi. Ouais. C'est peut-être le Game Pass, du coup, t'auras même l'abonnement en ligne avec la version Ultimate, quoi. Ouais, avec la version Ultimate, mais tu dois payer, tu dois payer en plus. Voilà, en gros, où j'ai terminé. Je peux me lever, poser ce micro. Je voulais juste m'en nuancer sur le côté c'est une guerre de rapidité là-dessus. Je vois ce que tu veux dire et je suis d'accord avec toi, mais je pense qu'il y a un côté aussi où Microsoft réfléchit pas du tout en ces termes-là, et quand ils disent les générations on les considère plus, je pense que c'est pas du pipeau, c'est qu'eux ils pensent sur 10, 15, 20 ans, c'est-à-dire que tu fais pas des investissements comme tu as fait là pour juste penser je veux gagner la guerre des consoles de maintenant, c'est des investissements sur 15, 20 ans, et ils prennent le temps en fait. Et le côté qui continue à vendre des machines, et que même dans le discours de Spencer, comme tu disais, la famille idéale elle a des Xbox, là je pense qu'il pèse ses mots à dessein, parce que on sait que tu peux pas, les joueurs, on sait comment on est, très susceptibles, nous les consoles c'est important. Si tu commences à dire maintenant, ah non mais les consoles c'est fini, on passera en tout des maths et tout, ça va créer le même sort d'incident diplomatique qu'à l'arrivée de la Xbox One, tu vois, et qui a été préjudiciable à Microsoft sur toute la carrière de la machine. Donc je pense que presque, alors je vais pas dire il se force à faire des hardware alors qu'il en a pas besoin, mais il y a une volonté de continuer à appuyer là-dessus, mais uniquement pour plaire à ton public de base en fait. Et que lui dans sa tête, ils sont déjà à l'étape dans 10 ans, quoi. Oui. Bien sûr, ouais, je suis d'accord. Ce que j'ai dit, c'est vraiment à ce jour. Et pour le coup, je pense que les machines, ils en ont besoin. C'est que. Mais je pense que Spencer, il sait que la famille, elle va jouer sur téléphone et sur sa télé connectée. Il place les Xbox par pur... Oui, mais il est dans une certaine forme de réalité. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les consoles, les boîtes à Game Pass, comme je disais tout à l'heure, ils en ont besoin. Aujourd'hui, la techno, elle est pas prête. Les applis sur télé, elles sont pas prêtes. Le Chromecast, il est pas prêt. Et c'est en ça que c'est, je pense, un marathon, et que ils en sont qu'au début, en fait, de leur stratégie. Je suis entièrement d'accord, mais je pense que la guerre des consoles, aujourd'hui, elle est effective même pour Microsoft sur cette génération. Et que je suis d'accord avec toi. Il y a plusieurs enjeux, ouais.
peut-être tout ce qui est la PlayStation 6, 7, dans une ou deux générations, on sera à fond dans 100% dans ce que tu dis, mais à ce jour, maintenant, là, le faux départ, le fait qu'il faut faire du recrutement vite avant que les gens achètent une PS5, là, sur ce qui se passe sur la série X et S, c'est maintenant, et c'est vrai, quoi. Si ils vont se faire, enfin, il y a un risque qu'ils se fassent atomiser aussi, quoi, donc faut pas le négliger, quoi. Après, atomiser, même s'ils vendent 2 fois moins de PS5 que d'Xbox, je pense qu'ils seront toujours extrêmement rentables et ils dégageront de la thune, donc là-dessus, ça reste des business viables. Hein. Mais oui, je suis d'accord, il n'y a pas, même sur le triumvirat des consoliers, il n'y a pas de perdant. Mais à un moment, tu poses 68,7 milliards sur la table pour prendre Activision Blizzard, c'est pas pour être deuxième ni troisième. Quoi. Oui, mais on sait très bien que cet investissement, s'ils sont deuxième dans 6 ans au bout de la génération actuelle, ils se diront pas vas-y on arrête, c'est bon, on sait que c'est un investissement qui court sur plusieurs années, une dizaine d'années, quoi. Je suis d'accord, je pense qu'il y a quand même un coup à jouer sur cette console justement à cause sur cette génération, à cause du faux départ, à cause de tout ça. J'ai l'impression que Microsoft a quand même son épingle à tirer. Mais ça, ouais, tu l'as dit, le Covid, t'as super raison, je pense que c'était presque inespéré, alors c'est un peu cynique de dire ça, mais ça les a grave aidés. Après, c'est vrai que sur les abonnements en tant que tels, je trouve que c'est compliqué d'avoir un référentiel, tu vois. C'est vrai que sur la progression, si on prend le nombre de machines Xbox, en gros, je caricature parce qu'on n'a pas encore les chiffres, mais les Xbox One, il y avait 40 à 50 millions a priori. Les Xbox Series, on serait à 10-12 millions. Donc sur 60 millions de machines, t'aurais déjà 25 millions d'abonnés, ce qui à mon sens c'est quand même un ratio pas dégueulasse, tu vois, on n'est pas loin de 40%. Est-ce qu'il y aura un monde où 100% des possesseurs d'Xbox seront abonnés? Je ne pense pas. Et là où, comme tu l'as dit, Netflix a aussi essuyé les plâtres pendant une dizaine d'années avec un service de streaming, et Disney arrive, et du coup c'est bien plus facile de vendre des abonnements parce que les gens connaissent Netflix, savent comment ça marche et ont confiance. Donc ils vont dire Disney+, c'est pareil, j'y vais. Là, Microsoft, sur le jeu vidéo, ils sont les premiers à évangéliser là-dessus aussi. Et je pense, du coup, la progression sera plus calme. Et si Microsoft réussit à installer son système dans 10 ans, et là, si Sony arrive à ce moment-là, je pense que la progression de Sony sera beaucoup plus spectaculaire parce qu'il y aura quelque chose déjà qui aura essuyé les plâtres en amont, quoi. Ok, carrément. Écoute, on a parlé business, c'était un peu sérieux. C'est l'occasion de faire une petite pause, un truc un peu plus tranquille. Un top 3. Le top 3 cette semaine, c'est le top 3 des jeux qui divisent. Qu'est-ce que c'est un jeu qui divise? C'est un jeu qui ne plaît pas à tout le monde. Ah là là. Est-ce que ça arrive encore aujourd'hui? Ou est-ce que tous les jeux divisent maintenant? Il n'y a plus de consensus? Ouais, c'est plus ça, quoi. Fut un temps, il y avait des titres qui étaient unanimement reconnus joueurs et presse comme des chefs-d'œuvre. Il n'y avait pas Twitter, quoi. Il n'y avait pas Twitter. Je pense que tu sors un FF7 aujourd'hui, les gens seraient pas contents quand même, certains. Allez, on commence par le top 3, ton top 3 des jeux qui divisent. Alors je me permets une petite blague avec mon numéro 3. Je dis Sable. Donc on en a parlé la semaine dernière. C'est un jeu qui divise, parce qu'il n'a pas plu à tout le monde, notamment par ses carences techniques, on en parlait. Et c'est une occasion de rappeler que essayez-le, parce que c'est très bien. Tu considères que les 3 pelés qui l'ont aimé, dont nous, ça fait une... On a ouvert la marche. ça fait une... Ouais, parce qu'il y a quand même beaucoup de gens qui l'ont vraiment pas aimé. Je serais plus classique, en tout cas plus convenu, je pense, sur mon top 3. Moi, c'est Metal Gear Solid 4. Est-ce que d'après toi c'est un bon jeu qui divise? Parce que même nous en fans de Metal Gear, c'est un jeu qui divise. On a quand même des choses à lui reprocher, pas mal. Il y a en tout cas après une trilogie exceptionnelle, le 4 arrive et là celui-là, j'ai quand même entendu, il y a des gens qui ont été émus, qui l'ont vraiment apprécié ce 4 là, mais en tout cas il a divisé dans la base de fans de Metal Gear. Le 4 il a fait une scission, quoi. Ouais, mais c'est pas un mauvais jeu, ça reste relatif. Mais en tant que fan de Metal Gear, quand je l'ai fait à l'époque, il y avait quelque chose qui me titillait, mais j'avais quand même apprécié l'expérience. Mais c'est vrai qu'avec le temps, plus t'y penses, tu dis putain. Ouais. Donc je dirais pas que c'est un mauvais jeu, mais c'est un Metal Gear un peu à part et qui a quand même des problèmes, des gros soucis, quoi. En tout cas, ça fonctionne s'il a divisé. Allez, balance-moi ton top 2. Top 2 Death Stranding, donc sorti récemment. De toute façon, le concept en lui-même avait tout pour diviser. Donc tu fais des livraisons dans un monde dévasté, en devant un peu gérer les questions de poids et d'équilibre de ton perso qui est chargé comme une mule. Ouais. Et il y a des gens qui n'ont pas du tout kiffé. J'ai vu des mecs en streaming faire des rage quits au bout de 2 heures de jeu. Ah, tu peux le citer. Mister MV, pour ne pas le citer. Mais c'est le vrai jeu qui divise dans le sens où un mec qui me dit qu'il a pas aimé alors que moi j'ai adoré, je lui dirais ok, je comprends. Tu vois, il y a même pas de guéguerre, de débat, où c'est tellement le principe, t'adhères ou pas, que c'est le jeu qui divise par excellence, quoi. Ouais, je suis entièrement d'accord. Mon top 2, c'est Resident Evil. Combien? Le 5. Toujours pareil, une première trilogie très appréciée, un 4 chef-d'œuvre, et là le 5 qui arrive, badaboum. Les gens qui aiment pas. Alors,
il divise, pourquoi? C'est qu'il y a quand même beaucoup de gens qui ont commencé Resident Evil par le 5, il y a des gens qui ont pris le train à ce wagon-là, avec la coop, tout ça, et il est pour beaucoup un jeu de cœur, pour d'autres, il est moins, donc ouais, je trouve que RE5, c'est un bon jeu qui divise. Ouais, puis il a un côté blockbuster, parce qu'il était ultra beau, il reste quand même super efficace, mais c'est juste que, oui, ceux qui avaient fait le 4 un peu avant se disaient, mais c'est un peu la même chose, en fait, que vous me faites, quoi. Carrément. Et ton top 1? Top 1, ça sera la saga Shenmue. Parce que. Ah, tiens, je l'avais pas vu venir. Ouais, Ah bon une série. Shenmue, c'est un peu l'apologie du quotidien, tu vois. C'est genre, tu fais une enquête, déjà, c'est un jeu qui blablate énormément, ça plaît pas forcément. Et puis, tu peux te balader, flâner dans ta ville, faire des actions un peu classiques de la vie quotidienne. Hein. Et je me rappelle, et ça a encore été le cas pour Shenmue 3, mais à la sortie de Shenmue 1, il était extrêmement attendu et techniquement c'était une tuerie de ouf. Et il y avait quand même, moi je lisais un peu Console Plus, je lisais carrément Console Plus à l'époque et il avait divisé, tu vois, il y avait eu 89% dans Console Plus, c'était pas ouf quoi. Et c'était un peu. Ah ouais, c'est marrant. Mais c'est vrai que peut-être à l'époque, mais Shenmue, j'ai pas l'impression qu'aujourd'hui il y a des gens qui aient de la haine contre toi qui. Shenmue. Bah de la haine non, parce que c'est devenu de l'indifférence quoi. C'est les gens qui sont pas montés dans le wagon direct et Shenmue qui regarde ça de loin en disant ah le jeu où tu caresses des chats quoi. Ah c'est pire, c'est triste. Mon top 1, moi c'est Red Dead Redemption 2 et là il y a de la haine. Enfin, là je trouve que bon, c'est pour ça que je l'ai mis top 1 parce que il y a des gens qui le considèrent comme un chef-d'œuvre absolu, il y a des gens qui le considèrent comme la pire sombre bouse qui existe et là dans le genre Division et c'est assez récent pour le coup. C'était pas mal. T'es d'accord aussi sur Ouais, mais comme on en a parlé 10 000 fois, mais comme Last of Us 2, c'est des jeux qui ont été pensés presque pour diviser quoi, c'est qu'ils ont tellement des partis pris fort et particulier que voilà, c'est t'accroches ou t'accroches pas. Là il y a tout ce qui est maniabilité, la gestion de l'inventaire, la gestion du cheval et tout, c'est vrai que c'était un peu laborieux. Moi je dois être le seul mec je pense à adorer le jeu mais sans dire que c'est le chef-d'œuvre de ma life, tu vois, je suis le seul qui est un peu entre deux entre tout le monde là. C'est vrai que c'est bizarre ça. Je vais me permettre deux petites mentions parce qu'on le fait pas souvent parce qu'on triche pas, mais je suis déçu. Je pensais que t'allais me balancer quelque chose, je pensais que t'allais parler pas d'un jeu mais je pensais que t'allais parler des jeux de David Cage. Bah ouais, mais comme je croyais que t'allais le faire toi finalement. Non, non, je te dis que j'avais mon top 3 parce qu'on se donne pas les top 3 vous le savez. Mais bon, on se fait une petite mention sur David Cage. Il aurait pu être n'importe lequel de ces jeux, voire les jeux David Cage au global. Les top 3, il aurait pu être. Mais parce que, encore une fois, c'est une façon d'imaginer le jeu vidéo qui ne plaît pas à tout le monde. Et moi, je sais que j'adore et ça plaît pas à tout le monde. Après certains vont dire qu'il est pas fait pour. Il fait pas les jeux pour diviser, quoi. Je pense... Ça veut pas dire que les jeux n'ont pas de défauts, notamment dans l'écriture ou quoi, mais il y en a, oui. En tout cas, il y a une touche à ces jeux, tu peux avoir une affection et tu peux avoir une appétence pour ce type de jeu-là. Et, vraiment, nous, on les aime bien, et toi notamment, où vraiment, tu les kiffes, tout en étant conscient que, bon, c'est des fois un peu bancal, mais... Ouais, mais c'est ça qui est beau aussi dans certaines œuvres, hein, de voir un peu les failles du truc, et tu sais que tu vois où ils veulent en venir, et que c'est pas forcément évident, et... En tout cas, comme tu dis, c'est que tes jeux, tu peux reconnaître à vue d'œil, à vue d'œil, je sais pas si... Et là où je trouve qu'on leur accorde pas tellement le crédit qu'ils méritent, c'est que toute la vague Telltale et tout, et notamment les Walking Dead et tout, qui avaient fait l'unanimité, hein, c'est clairement des descendants des jeux David Cage. Et je trouve que ça, on devrait lui rendre grâce un peu plus là-dessus. Telltale et même toute une frange des jeux indés. Alors, je fais pas de là à dire que le Walking Simulator est un héritier des David Cage, mais tu vois, des jeux très posés, très narratifs, où tu ne fais rien d'autre qu'avancer et faire suivre ton histoire, c'est aussi du David Cage. Il y a un truc à faire sur David Cage. Il faudrait qu'on... J'ai une petite mention encore, rapide et évidente, c'est FF8. Je pense que FF8 dans le genre... Alors, depuis FF8, tous les FF ont divisé, je pense. Il n'y a pas eu de... Ouais, mais FF8, je trouve que... Or, sans dire qu'il n'a pas eu la réhabilitation, c'est que 20 ans après, ça divise toujours là où tu vois FF9 ou FF12 ou même FF13. Les gens se disent « Ah, finalement, c'était quand même bien et tout. » Et FF8, je trouve, il a encore cette frange de gens qui dit « Ah non, c'est de la merde, j'ai pas aimé. » Ouais, Skoll, il a marqué. Skoll, Inoa, y a un mec avec un chapeau de cow-boy. Voilà pour ce top 3. N'hésitez pas, Irvine, n'hésitez pas à nous balancer votre top 3 des jeux qui divisent. Balancez-nous aussi quelques idées de top 3 si vous en avez. Et on bascule sur le rétro gaming. Que ce soit moi qui ouvre le rétro, c'est quand même un peu étonnant, hein, parce que c'est plus ton rayon à toi, habituellement. Tu nous parles d'un jeu pas piqué des hannetons. Parce qu'il y a des jeux qui divisent et des jeux qui font l'unanimité, évidemment.
Alors je vais donc vous parler de Castlevania Symphony of the Night. De ouf, l'unanimité. Alors lui... Alors c'est un jeu Castlevania Symphony of the Night que je pensais déjà connaître par cœur avant même de l'avoir fait. Je sais pas si ça t'arrive toi, mais ça me le fait pour quelques titres. Ouais, c'est vrai. Et pourtant, il y a certains de ces jeux, et notamment lui, qui a réussi à me surprendre malgré tout. Et Symphony of the Night, bon, c'est un jeu culte s'il en est, hein, mais pourquoi est-ce que j'avais l'impression de déjà le connaître ? Parce que cet oracule, c'est qu'on en a vu beaucoup, on en a entendu beaucoup sur le sujet, et il a créé un genre aussi qui a donné de nombreux héritiers. Donc il y a aussi le perso d'Alucard, hein, qui était super charismatique et tout, qu'on a tous connu et qu'on a vu défiler à droite à gauche. Et surtout parce que j'ai joué aussi Castlevania qui ont suivi et qui reprenaient clairement le décalque du modèle originel, donc sur Game Boy Advance et sur DS. Et ce modèle, d'ailleurs, c'est celui du Metroidvania, un genre qui est revenu à la mode assez récemment, hein, et qui est aujourd'hui extrêmement répandu. C'est le nouveau violon d'ingre des développeurs indépendants, quoi. Alors juste une précision, j'ai fait Symphony of the Night dans le cadre de la compile Castlevania Requiem sur PS4. C'est une compile qui comprend également le jeu Round of Blood, hein, donc celui qui était sorti avant Symphony of the Night. Et c'est une version qui est un petit peu améliorée par rapport à celle qui était sortie sur PlayStation à l'époque, avec notamment un nouveau doublage. Hein. Ça c'est presque dommage parce que le premier doublage on est du niveau de Metal Gear 1 en français. Ah, ils en font des caisses. Ils en faisaient des caisses. Voilà, dans le nouveau, hein, c'est pas non plus la folie, hein, mais c'est peut-être un poil mieux. Et il y a quelques nouveautés qui étaient apparues plus tard, hein, sur la version Saturn. Donc je pense que c'est une excellente version pour débuter et qui est peut-être la meilleure version actuelle pour découvrir le jeu. Alors revenons un petit peu en arrière. Donc à l'origine, la saga des Castlevania, c'est une série phare de jeux d'action et plateforme de Konami, donc très orientée sur la castagne. Et en mars 97 sort Symphony of the Night qui vient un petit peu chambouler la formule. Alors sorti d'abord en mars sur PlayStation au Japon et sur Saturn l'année suivante. Okay. Et le jeu, il est dirigé par Toru Agihara, hein, donc un réalisateur du produit, et un certain Koji Igarashi qui est crédité comme assistant réalisateur et co-scénariste. Hein. Koji Igarashi qui est Iga et qui est associé au Fast de Castlevania et notamment sur Symphony of the Night, alors que là-dessus, il était quand même très impliqué, mais c'était pas lui non plus le réalisateur du projet. C'est vrai qu'on l'associe carrément à Symphony of the Night en game director, alors que comme tu le dis, je pensais qu'il était scénariste. Alors il est co-scénariste. Il est co-scénariste. Parce qu'après il était scénariste. Assistant réalisateur. Parce que là où vraiment Iga il est important, c'est justement dans le scénario et la logique et la chronologie, ça va être son délire, mais c'est cool que tu le précises, ça, il était pas directeur. Ouais, après on en reparlera, mais Iga il a été fort aussi pour s'approprier le phénomène, hein, jusqu'à lui donner son nom. C'était exactement, et c'était un personnage, enfin, c'est un vampire ce mec. On parlait de chapeau de cow-boy, voilà, Iga c'est un mec qui met des chapeaux de cow-boy dans la vraie vie. Déjà à l'époque, il se mettait en scène, des photos où il avait des espèces de grandes gabardines, avec son chapeau comme tu dis, ses cheveux longs. Il a une gueule, comme on dit, un look. C'était une époque où il n'y avait pas de branding de réalisateur de jeux vidéo et il a été franchement un grave précurseur sur ce coup. Et c'est vrai que Castlevania, il y a rarement des noms qui sont attachés au jeu. Hein. C'est vrai que je crois qu'on a même du mal aujourd'hui à déterminer qui était le créateur du premier épisode, qui avait porté le projet. Ouais, parce qu'ils avaient des pseudos. Mais c'est les compagnons, le trio qui va accompagner Iga, et tu en reparleras tout à l'heure, qui eux sont retenus, quoi. C'est ouf. C'est vrai. Donc Symphony of the Night à l'époque, le jeu étonne par sa qualité, hein, évidemment, hein, mais il est quand même un impact relatif parce que c'est les derniers des Mohicans qui est toujours en 2D à l'époque où on découvre justement la démocratisation de la 3D sur PlayStation et Saturn. Donc déjà quand il est sorti, c'était pas le jeu techniquement le plus avancé du monde et il avait même ce petit arrière-goût de rétro gaming presque, hein, déjà à l'époque. C'est clair qu'il était déjà en décalage, quoi. On jouait à Destruction Derby, Toshinden, tout ça, et puis là t'as un jeu qui arrive en 2D, ça faisait bizarre, tu vois. Il y avait déjà un petit peu comme tu dis, ce côté un petit peu de rétro. Alors le premier élément remarquable de Symphony of the Night, c'est qu'il tranche, je l'ai dit, avec l'héritage de la saga. Donc là, fini la linéarité des niveaux action, plateforme comme on le connaissait par le passé, et place à l'exploration vraiment d'un château, on va dire ouvert, hein, comme l'équivalent d'un monde ouvert que tu peux visiter à foison. Donc évidemment, le jeu s'inspire grave de Metroid, hein, parce que l'obtention des pouvoirs et de certains objets va permettre d'accroître les possibilités d'exploration, et donc on va débloquer certains accès en disant n'importe quoi, genre tu chopes le double saut, tu as accès à certains passages qui étaient jusque-là inaccessibles. Donc vraiment là on est sur l'inspi Metroid, et en plus de ça le jeu va rajouter une dimension RPG, hein, donc le héros il est doté de statistiques, donc comme la force, constitution, l'intelligence, et en tuant des ennemis il va gagner en niveau et en progresser comme dans tout bon RPG. Et tu pourras aussi l'équiper avec des accessoires, des vêtements qui vont venir renforcer ses statistiques. Donc je l'ai dit, l'exploration c'est vraiment le cœur du propos. Et donc tu auras aussi l'apparition de cette fameuse carte des lieux, donc qui va se remplir au fur et à mesure de tes découvertes.
et qui va être un petit peu emblématique avec ce taux de complétion que tu fais grimper à mesure que tu découvres des nouvelles pièces. Ah, pour les toquer, ça, comme moi, c'est important. Tu vas aller gratter le moins de pourcentage. Et donc ce côté plus du tout linéaire, mais ça renoue quand même un petit peu avec l'héritage d'un vieux Castlevania, le Simon's Quest sur NES, je sais pas si vous vous en souvenez. Moi je l'avais eu, je crois que j'avais 7 ans, je captais rien à l'anglais, c'était une torture, j'avais galéré pour progresser dedans. Et ce jeu proposait déjà un monde qui était un petit peu moins linéaire, hein. Tu pouvais aller à droite ou à gauche dès le début et découvrir des villages un peu partout. Il y avait même un cycle jour-nuit qui venait un petit peu apporter là-dessus. Il n'y avait pas de... c'est un grand mot, mais il n'y avait pas de verticalité quand même. Ça restait quand même très droite-gauche, quoi. Ouais, bon après c'était de la NES, hein. C'est vrai qu'on était limité par le hardware de l'époque. Oui. Non, mais ce que je voulais dire, c'est que ouais, tu étais sur un seul plan, quoi. Et il y avait eu, je l'ai dit juste avant Symphony of the Night, Round of Blood, qui lui était linéaire avec des niveaux d'action, mais à la fin de certains niveaux, tu pouvais choisir un niveau pour la suite, donc tu avais quand même des choix qui permettaient de briser un petit peu la linéarité et augmenter la rejouabilité derrière. Donc Symphony of the Night, il a marqué parce qu'on a incarné Alucard, donc c'est un Dampire, ce qu'on appelle un Dampire, c'est le fils d'un vampire et d'une humaine, donc le fils de Dracula. Alucard, c'est Dracula à l'envers, je pense que tout le monde le sait, mais je me permets de le rappeler, on sait jamais. Moi, je me rappelle le jour où je l'ai réalisé. Mais vraiment, c'est un truc de ouf. Et donc, c'est un perso qui est super classe. Donc, ce qui changeait, c'est qu'on incarnait plus un Belmont, et donc fini le fouet, qui était l'arme de prédilection des tueurs de vampires. Et ce perso Alucard, il est super stylé, il est agile, et il peut utiliser plein d'armes différentes, donc des épées, des lances, des couteaux, jeter des armes, des projectiles, et surtout il peut aussi se transformer, donc avoir accès à des pouvoirs, il peut devenir un loup, une chauve-souris, ou se transformer en brume, pour pouvoir progresser de manière facilitée. Il faut savoir que Symphony of the Night, c'est l'équivalent aujourd'hui de Breath of the Wild pour Zelda ou de God of War 2018 pour God of War. Donc l'épisode qui a un petit peu rompu les codes de la saga et qui a su la renouveler, mais presque en la rendant meilleure, ce qui n'est pas forcément évident. Donc c'est aussi pour ça qu'il est très très à part au sein de la série. Et ça a tout cassé en fait, tu l'as dit, ça, il y avait Alucard et en fait t'avais plus un chasseur de vampires, donc un Belmont, mais t'avais même plus de fouet, quoi. C'est que tu pouvais avoir des épées, plein de trucs, et tout en fait, tout était un petit peu brisé et tout se renouvelait. Et je serais super curieux de demander à un joueur, un ado d'aujourd'hui, de lui montrer Alucard en lui disant mais c'est classe ça, parce que c'est classe, nous c'était classe, mais c'est quand même du gros clicheton. Enfin, Alucard c'était un Sephiroth wannabe, c'était un Elric de donc la série de fantasy de Moorcock, Elric et son épée magique qui mange les âmes. Enfin, c'est un mec, un grand blond, avec les cheveux blancs, argentés. Enfin, c'est cette espèce de cliché-là de mec classe. Ouais, mais il s'inscrit dans le cadre d'une histoire littéraire sur le vampire, le gothique, romantique et tout. Donc, non, mais nous, ça nous touche. Mais est-ce que je pense que c'est quand même indémodable, j'ai envie de dire. Mais bon, ça, c'est peut-être mon côté. Je sais pas, il a l'air d'être un chanteur de rock progressif un peu. Non, mais moi, j'adore, je dis pas ça. Symphony of the Night, il est surtout connu parce qu'il propose un plaisir de jeu qui est total. Et là-dessus, je peux en témoigner même en 2022. On prend beaucoup de plaisir à évoluer dans le château, et la montée en puissance surtout, et ça c'est la grande force des Metroidvania, elle est super bien retranscrite. Donc je pense qu'on a tous connu ce moment où tu commences à tuer en un seul coup, et sans même t'arrêter, des ennemis qui au début du jeu te posaient grave de problèmes. Et ça, je pense que c'est toujours le moment où de la bascule qui se fait. Et ces jeux sont toujours un petit peu différents, parce que souvent, le début du jeu, c'est le plus dur. Ah ouais. C'est là, quand t'arrives, t'as un niveau de merde, tu galères à trouver les salles de sauvegarde, et tu vas arriver à crever, parce que le début est plus compliqué, quoi. Et ça fait partie du game design vraiment global de ce genre de Metroidvania, parce que Bloodstained c'était exactement pareil, le jeu qu'on a chroniqué sur Lodos c'est exactement pareil. C'est comme ça en fait, ça fait partie des codes, et des codes dans tous les sens du terme, c'est que c'est un passage obligatoire, quoi. Tu galères au début. Ce qui est cool, c'est que Symphony of the Night s'inscrit davantage que ses prédécesseurs dans une mythologie Castlevania, parce que jusqu'à maintenant t'avais quand même des scénarios, mais ça se limitait à Dracula qui ressuscite, et le membre du clan Belmont de l'époque en question, il va l'affronter. Et là, on est quand même sur quelque chose de plus développé, savoir que le jeu, ça prend directement la suite de Round of Blood, et même, pour le coup, le prologue de l'aventure, c'est le combat de fin du jeu précédent, donc où on incarnait Belmont contre Dracula. Ça, je pense que c'était quand même une sacrée surprise à l'époque. On aura Richter, donc le Belmont en question, qui va devenir le méchant, au moins dans la première partie du jeu, où tu comprends pas trop pourquoi il apparaît un petit peu diabolique. Et surtout, t'as des persos marquants, alors peut-être pas pour les ados d'aujourd'hui, mais grâce au chara design de Hayami Kojima,
Donc après, on aime ou on n'aime pas, mais il y avait une galerie de personnages qui avait une élégance, vraiment, enfin, si vous connaissez pas son style, c'est quelque chose qui est assez classe. Et donc voilà, je disais, on renouait avec le mythe un petit peu du vampire séduisant et romantique. Et on a même Dracula qui arrive à être un petit peu touchant à la fin du jeu, hein, quand il rappelle son amour pour Lisa, la femme humaine, la seule humaine qu'il a jamais aimée. Et c'est par justement la haine des humains qui ont tué cette femme-là qu'il est devenu très très méchant. Ouais. Donc voilà, on s'inscrit vraiment dans un carcan plus mythologique et plus développé. Et il y a beaucoup de rappels qui sont faits aux anciens épisodes de la licence. Par exemple, à Lucard, la première fois qu'on lui évoque un Belmont, on a un petit sprite qui apparaît dans une bulle au-dessus de sa tête, où il voit le sprite de Belmont de Trevor de Dracula's Curse, donc la version NES, c'est rigolo. Et on va même combattre les zombies des personnages de Trevor, Grant et Sypha, qui étaient donc avec Alucard, le quatuor de héros qu'on incarnait dans Dracula's Curse. Donc vraiment, le jeu était pensé comme l'héritier d'une saga, hein, donc avec des héros qui étaient venus précédemment. Et juste, je le cite maintenant, mais on pourra en parler plus tard si tu veux, mais on peut ne pas citer l'OST incroyable du jeu, composé par Michiru Yamane. Alors c'est pas sa première participation à Castlevania, hein, elle était là déjà depuis Bloodline sur Mega Drive, mais avec donc Iga et Kojima, on l'a dit, ce sera un peu le triumvirat qui va être un petit peu emblématique de ces Castlevania-là. Et ceux qu'on garde en tête aujourd'hui encore, quoi. Mais c'est ouf, c'est ça, moi c'est ces 3 noms que je garde, alors que Castlevania c'est plus du tout ça aujourd'hui, et ça l'était même plus du tout. Et ça l'était même pas à l'époque, tu vois, on l'a dit, il était pas directeur, quoi. Donc après, je crois me souvenir, dis-moi si je dis une bêtise, que c'est quand même lui qui a concouru à ramener Yamane et Kojima. Alors Yamane, elle était déjà là sur l'épisode Mega Drive, mais Kojima, c'est lui qui, en se baladant, a trouvé une couverture d'un roman. C'est le cri des... Ouais, et qui a dit, c'est trop beau, je lui ai demandé de faire nos personnages. Ok. J'ai un petit jeu pour toi, si tu me permets. Ah, vas-y. Si je te cite plusieurs éléments, tu vas me dire à quoi ça te fait penser. Alors, liberté d'exploration, direction artistique et musique à tomber par terre, un monde mystérieux à décrypter par l'observation des décors et les descriptions d'objets ou les paroles de Sibylline des PNJ, éléments RPG et plusieurs fins. À quoi ça te fait penser? Bah là, je peux le redire. Je peux dire n'importe quel jeu ou... Oui. C'est vrai. Du coup, j'ai l'impression que tu me parlais de Symphony of the Night. Ça fait penser à Dark Souls quand même. Mais tellement. Donc voilà, c'est ça qui est rigolo et qui frappe quand on y joue après coup, c'est que Dark Souls c'est en fait Castlevania en 3D. Hein. C'est vrai que les Castlevania en 3D qu'on connaît, ils étaient plus, ils lorgnaient sur le côté beat'em all, hein, donc notamment le God of War pour la dernière trilogie en date. Mais Dark Souls a repris tous les éléments de Castlevania et ça a su les transcrire dans un monde en 3D. Donc honnêtement, moi j'attendrais qu'une chose, c'est que From Software fasse un épisode. Alors là, je vais te tomber dessus à bras raccourcis. Mais je joue à Bloodborne. Enfin, le gothique, il existe déjà. Ouais, mais on joue pas un Belmont. Oui, non, tu joues pas un Belmont, mais franchement, là, si l'ambiance gothique, elle a jamais été aussi bien retranscrite. Bon, peut-être il y a Lords of Shadow aussi, mais ouais, ce que tu dis, c'est à 100% vrai. Hein. C'est vrai que toutes ces caractéristiques du jeu de Symphony of the Night, ça a été repris après sur Dark Souls. Ouais, non, franchement, c'est clair, hein, c'est clair. Et comme dans Dark Souls, on trouve dans Symphony of the Night un côté un petit peu légende urbaine. Hein. C'est que tu as entendu des secrets où tu sais qu'il y a des mystères sans même avoir fait le jeu. Ouais. C'est ce que je disais au départ quand j'avais l'impression d'y avoir déjà joué. Par exemple, je savais qu'il y avait une histoire de lunettes qu'il fallait équiper pour pouvoir débloquer la seconde partie du jeu un petit peu et voir la vraie fin. Parce que si tu n'es pas au courant, le jeu s'arrête très vite en fait et avec une fin un petit peu dégueulasse. Ce qui deviendra un classique dans les autres Castlevania en suivant. Mais c'est typiquement un jeu, ce qu'on appelle un jeu à Solus, ou aujourd'hui plutôt un jeu à wiki. C'est-à-dire que c'est un jeu où il y a des choses que tu apprendras forcément après une partie en course si t'es pas au courant, parce qu'il y a des trucs à décrypter qui sont vraiment pas évidents à trouver, notamment justement l'équipement qui permet d'accéder à la deuxième partie du jeu, parce que tu as la description d'objets, notamment la VF, qui aide pas du tout, c'est vraiment traduit pas terrible, donc je pense que à l'époque, si t'étais pas au courant de ça, c'était dur à trouver par toi-même, quoi. Non, mais tu viens de le dire, la description d'objets aujourd'hui, c'est un grand classique. Tu te dis, ah, mais oui, mais c'est de la narration environnementale, et puis les vraies informations, c'est dans les descriptions d'objets. Alors, de la narration environnementale dans les castles, je m'en souviens pas spécialement, bien qu'il y avait quand même, tu vois, des niveaux hyper marquants qui revenaient à chaque fois. Puis ça vient enrichir la mythologie, tu vois, avec les salles richement décorées et tout. Mais les objets, c'était déjà carrément le cas, en fait. Et il y a aussi plein d'interactions cachées, des événements qui vont se déclencher au sein du château, mais uniquement que si on réunit certaines conditions. Donc là-dessus, t'as aussi ce côté un petit peu mystérieux et qui se transmet, tu vois, de mec qui connaît à mec qui connaît. Donc et même, on peut parler de la surprise du château inversé qui intervient dans la deuxième partie.
Là, je pense qu'aussi à l'époque, ça a dû fermer quelques bouches. Mais la notion de twist, ça a été le début dans Castlevania avec Symphony of the Night. Après, ça a été souvent le cas de ah non, mais en fait, je suis le fils de ah, mais non, mais en fait, t'es vraiment méchant. Dans tous les Castlevania, il y en a un petit peu, mais le premier et dans Symphony of the Night, ça arrête pas quand même. C'est des badaboum, des révélations, ce côté twist au-delà de son fameux 200% et du château inversé, et de la vraie fin et de qui est vraiment, enfin, où est Dracula quoi. Quand il s'est Shift ou Shaft parce que Shift. Ah, dans ma tête c'était Shift et parce que justement il y avait une bascule. Ah, ça aurait été rigolo. Ouais. Ah mais c'est Shaft. Tu viens de me tuer. Je pense. Et tu parlais de complétion à 200%. Les anciens savent même qu'on pouvait monter jusqu'à 200,6% pour avoir vraiment découvert l'intégralité de la map. Donc tout ça, ça donne au jeu une aura un petit peu intrigante et même super moderne. Hein, tu vois, c'est ça qui m'a marqué, c'est que bien des années après, je trouve que le jeu reste super pertinent aujourd'hui. Parce qu'on va pas se mentir, hein, Symphony of the Night, c'est un jeu qui est incroyable. Et en tout cas, qui est très très recommandable, même en 2022. Alors certes, dans les épisodes précédents, on a pu trouver des jeux des Castlevania qui étaient un petit peu plus riches au niveau du gameplay que Symphony of the Night. Je pense par exemple à Area of Sorrow, qui développait un système d'esprit que tu pouvais équiper, et qui est peut-être le meilleur système pour un Castlevania. Oui, il a un lien en plus thématique avec Symphony of the Night au niveau du personnage principal. Ouais. Je spoil pas. Bon, c'est après ouais. Bon, je dis pas. Et en tout cas, même ces jeux pourraient être un petit peu plus souples dans les contrôles, parce que c'est vrai que là, les premières heures de Symphony, faut se faire un petit peu. Il y a une petite rigidité qu'il faut s'y faire, mais bon, c'est pas très très grave. Une inertie un peu chelou, non? Ouais, et un peu, t'as une petite latence dans les commandes qui est un petit peu perturbante au début. En fait, il pseudo-plane, quoi. Enfin, Alucard, il court, mais en fait, il fait un pas tous les 6 mètres, et il fait des pas très lents, et en fait, c'est comme s'il volait, et en fait, il faut avoir un petit peu ce délire... Moi, je trouve qu'on dirait qu'il fait du vélo à chaque fois, ça me fait marrer. Du vélo, c'est vrai. Il y a aussi ces boss. Alors, il y a des boss incroyables et imposants dans Symphony of the Night, hein, c'est pas ce que je dis, mais beaucoup de ces boss-là vont être des petits persos à échelle humaine et tout. Et c'est vrai qu'on a peut-être plus ce souvenir de boss grandiloquents, mais dans les Castlevania suivants, en tout cas. Même si c'est il y en a vrai. quelques-uns quand même. Mais c'est des faux souvenirs qu'on a, en fait. Et j'ai trouvé aussi le jeu très facile. Alors, bon, je suis un pro gamer aussi, ce qui explique cela, hein, mais a posteriori, je trouve que tu vas vite rouler sur le jeu. Hein, dès que tu explores un petit peu, que tu es bien équipé, à partir de la moitié du jeu, tu défonces tout le monde, même les boss, sans aucune difficulté, quoi. C'est le genre qui veut ça. Hein. C'est vrai que le Metroidvania, c'est l'inclusion, t'en as parlé tout à l'heure, de ces points d'expérience, de ce jeu de rôle. Et c'est vrai que si t'es invité à explorer, tu vas forcément être plus fort, monter de niveau, trouver plus d'armes, trouver plus d'objets, et petit à petit, force est de constater que ton personnage, il est plus puissant. Et comme c'est le premier du genre, ouais, il était peut-être pas mal réglé. Ouais, il était peut-être pas optimal au niveau de ce réglage très précis, quoi. En tout cas, pour moi, le jeu intègre mon top 10 all-time. Hein, donc, oh là là. Là, c'est dit. Et encore plus, je trouve que c'est encore plus dingue quand tu replaces le jeu dans le contexte de son époque. Hein. Alors, je l'ai pas fait à l'époque, comme j'ai dit, mais j'aurais adoré le faire parce que je pense que la claque en était que plus forte. Et ça m'étonne pas qu'on entende parler encore de ce jeu plus de 20 ans après, quoi. Ouais. Mais il y a un truc qui m'a fait tilter. Tout à l'heure, t'as dit le jeu, j'ai l'impression de le connaître, mais j'y avais jamais joué. Et je pense aussi que c'est parce qu'il a tellement infusé dans toute une partie de la scène jeu vidéo et que le Metroidvania aujourd'hui est vraiment partout sur la scène indé évidemment, mais pas que finalement, du Symphony of the Night, effectivement, t'en vois partout, t'en as vu partout, t'y as déjà joué, je pense, 50 fois. C'est juste que t'avais pas joué à l'originel, quoi. Ouais. Mais moi, je trouve ça logique que tu le connaisses. Exactement, on voit des héritiers partout. Hollow Knight, qui est peut-être le représentant le plus apprécié aujourd'hui. On a eu Bloodstain aussi, donc, qui est développé par les mêmes développeurs, donc, qui ont quitté Konami, on en a parlé tout à l'heure. Bloodstain, qui est aussi très cool, mais qui est presque un plagiat a posteriori de Symphony of the Night, qui reprend énormément d'éléments de cet épisode. C'est une copie. Là où Hollow Knight propose c'est une nouvelle vision, ça a été digéré. Ouais. Il est dur, lui, si tu veux y aller, Hollow Knight. Si tu veux. Il est un petit peu... j'aurais pas dû faire le malin. Et on parlait aussi du jeu tout à l'heure. Lodos, voilà, qui est sorti il y a juste à peine un mois sur console et qui est une copie carbone quasiment de Symphony of the Night. Ouais. Donc, et qui, je pense, aujourd'hui, il est beaucoup plus beau. Les boss sont gigantesques avec de la 3D vraiment super stylée et tout. Les boss un peu faciles. Et moi, je pestais, je disais, mais ils sont faciles, pas comme à l'époque. Alors que toi, tu me dis, mais non, si, à l'époque, c'était déjà facile. Mais... je pense que les boss de Lodos sont beaucoup plus beaux et impressionnants. Et moi, tu vois, je lui ai presque mis un reproche gratos parce que j'ai ce culte de Symphony of the Night et c'est pas cool, quoi. C'est pas fair. Ouais, et puis même le Lodos, on est tous à dire, c'est un jeu qui est pas très long. Toi, je crois que tu as dit, t'as fait 6 heures pour le poncer. Ouais. Moi, j'ai fini Symphony of the Night en 8 heures. Alors, j'étais pas au 200,6%, mais j'en étais à plus de 190%. Donc,
c'est pas un jeu qui est très très long non plus. Et là aussi, dans nos souvenirs, Symphony, c'était 20 heures de jeu peut-être, alors que pas du tout, quoi. Ouais, mais tu l'as fini aujourd'hui, comme tu dis, en 7-8 heures, avec ton savoir accumulé, avec tu connais les Metroidvania, t'as pas le time. À l'époque, je sais pas, tu vois, je crois qu'on avait 13 ans, ou on avait peut-être un jeu à faire tous les 3 mois. Je pense qu'à l'époque, moi, j'y ai joué plus de 7 heures, quoi. Ouais. Donc c'est aussi cette fausse illusion du fait qu'on est poncé à l'époque, quoi. En tout cas, Symphony of the Night, en plus d'être un grand jeu, c'était la renaissance d'une saga qui en aurait bien besoin d'une nouvelle renaissance aujourd'hui, et qui a marqué donc l'affirmation de Koji Igarashi, donc Iga comme le gardien du temple, aux côtés de Kojima et Yamane, on l'a dit. Et il s'est même approprié le genre, au point de nommer maintenant le genre Igavania pour son Bloodstain. Donc, alors je pense que c'était pour éviter d'utiliser le nom Metroid et éviter les soucis avec Nintendo. Mais aujourd'hui, on attend le successeur spirituel de ce Symphony of the Night. Alors, il y aura certainement un Bloodstain 2 qui va sortir, mais est-ce qu'il sera capable d'innover un petit peu ? Je pense qu'il est plutôt là pour satisfaire les nostalgiques. En tout cas, on pourrait rêver à ce qui serait le futur de Castlevania. Je sais pas, je sais que toi aussi, c'est une série qui te tient énormément à cœur. De ouf. Mais je pense que l'héritier de Symphony of the Night, il existe déjà. Il s'appelle Hollow Knight. Et c'est au même titre que Symphony of the Night à l'époque, un jeu qui renouvelle, qui propose une nouvelle vision, qui a digéré Dark Souls comme la Symphony of the Night, mais bon, c'était en avance, donc elle n'a pas pu digérer Dark Souls. Voilà, ce que je veux dire, c'est que on peut pas attendre d'un héritier de Symphony of the Night qui soit Symphony of the Night, parce que dans ce cas-là, parlons de Bloodstain qui est un rip-off, donc parlons de Lodos qui est un rip-off, mais c'est des super bons, c'est des belles copies, c'est vraiment des très très belles copies. Donc si on veut un plaisir de jeu similaire, ça existe, et si on veut quelque chose qui s'en rapproche, mais qui innove à son niveau aussi, franchement, moi je vous conseille de ouf Hollow Knight, mais tous les jours. Et là, c'est 30 heures de jeu, il n'y a pas de... Trop long. Il n'y a pas de château inversé, il y a de la vraie navigation, il y a du vrai défi. Ouais, je comprends que la suite soit tant attendue, hein, parce qu'il est là l'héritier. Mais c'est marrant, et je vais me faire des ennemis là-dessus, mais je suis tellement matrixé par ces Castlevania à la Iga que pour moi c'est un contexte vampirique avec le côté ésotérique des zombies, des vampires. Et Hollow Knight, je l'ai sur Switch, hein, j'ai joué 1 heure, mais j'arrive pas à rentrer dedans. J'ai un problème avec le design, avec l'univers. Après, alors il faudra que je me force, hein, mais... C'est important l'univers, le contexte, on a envie d'être immergé dans un monde qui nous plaît. Là, c'est des insectes, il y a des gens déjà... Mais là, on rencontre des bousiers, le jeu on dirait qu'il est en flash... Non, c'est dur. Il est sublime le jeu. Ouais, mais c'est vrai que le côté insecte et tout, j'ai du mal à me hyper, quoi. Regarde, on en parlait tout à l'heure, Guacamelee. C'est un Metroidvania de très très bonne qualité. Voilà, est-ce que tu as envie d'être immergé dans un monde où tu gères un catcheur Lucha Libre. Ouais, puis Guacamelee je dérange, je trouve la caméra trop reculée, le perso trop petit, ça aussi c'est un truc qui me bloque sur les jeux, j'aime pas quand la caméra est trop dézoomée. Ouais. On a tous nos petits tocs, hein, venez pas me... Non, si tu l'as cherché, venez le voir en lisant de jouer à Hollow Knight. Bon, en tout cas, franchement, merci pour cette chronique sur Castlevania, c'est un petit peu de rétro, ça fait plaisir, en tout cas moi j'ai kiffé à en reparler, j'ai même envie d'y rejouer. Est-ce que tu as quelque chose à nous préparer, à nous annoncer pour la semaine prochaine peut-être sur ta prochaine chronique Red Alert. Ouais, je suis en train de jouer à Lost Judgment, donc le dernier jeu de la team Yakuza. Je sais pas si j'aurai fini d'ici la semaine prochaine, donc si c'est le cas, je vous en parlerai, sinon il faudra attendre peut-être 2 semaines. Serais-tu le nouveau spécialiste référent du rétro gaming après? Il est sorti en fin d'année là. C'est le passé. Il a même pas 6 mois. C'est dans le cadre du rattrapage 2021, on a le droit. Fais gaffe, ça s'arrête en janvier. Ah bon? Non, mais je plaisante évidemment mais il a été dans le top de plein de gens, les gens l'ont adoré. Donc ouais, franchement moi je suis chaud. J'ai pas pu m'essayer, j'ai fait le 1 mais je l'ai pas terminé, mais c'est un truc je trouve ça très bien. Alors il faut rentrer dedans parce que c'est ultra Jap archaïque des années Twist, quoi. On parlait d'héritage et de suite spirituelle, moi je veux la suite de Shenmue, donc c'était Yakuza. Est-ce que là Lost Judgment et cette saga elle est plus encore que Yakuza, la suite de Shenmue, je ne sais pas. Ouais, peut-être. On en parlera. Mais t'y crois toi la semaine prochaine ou Ça va être chaud parce que le jeu est quand même un petit peu long. J'ai pas eu le temps d'y jouer non plus de ouf, donc on va voir. Ce sera le suspense. Sinon, il faudra que je trouve un sujet en vitesse. En urgence. Là, nous sommes jeudi, alors nous enregistrons et il y a demain sort la légende. Comment il s'appelle la légende? La légende Pokémon Légende. Non, les légendes Pokémon. Arceus. Bon, en tout cas, je sais plus exactement, mais
Je l'attaque dès demain et j'espère être prêt et l'avoir fini pour jeudi prochain vous faire un truc sur le jeu. Oh, c'est ambitieux ça. J'ai rien lu dessus, je sais même, tu sais, toi si... Non, mais bon, comme c'est quand même un monde ouvert, aventure et tout, je pense qu'il doit bien taper sa vingtaine d'heures, non? Calme-toi. Monde ouvert. En tout cas, j'ai hâte, on verra bien. Écoutez, merci à tous, merci pour votre fidélité, d'être toujours là, toujours plus, ça nous fait super plaisir. L'occasion pour nous de faire la bise à l'équipe, à Ludo, à Ken et à Damien, et de vous dire à la semaine prochaine. Salut!